La musique de ma vie. Laurent Couzon. Bonjour chers amis, bienvenue dans La musique de ma vie, votre respiration de musique classique sur RCJ, votre moment d'art et de beauté. Nous allons encore partager de grandes musiques avec vous. Votre invité aujourd'hui est un philosophe, un écrivain, professeur de philosophie de sciences politiques, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Pour ne donner que les grandes lignes, nous le voyons souvent intervenir dans les médias, toujours de manière juste, mesurée, philosophique en somme, dans le sens où ses commentaires de la société et des événements présents nous invitent à réfléchir sur nous-mêmes. Aujourd'hui, et comme c'est le but de cette émission, nous allons découvrir aussi quelqu'un qui aime la musique classique et je suis impatient de savoir ce que les morceaux qu'il va nous présenter aujourd'hui ont apporté à sa vie, à son travail peut-être aussi. Bonjour monsieur Luc Ferry. Bonjour cher ami et merci de m'inviter chez vous, c'est toujours un bonheur. Je suis très honoré de vous recevoir et puis je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous savez, j'ai lu, pour décrire votre métier, vous avez souvent dit que la philosophie était une doctrine du salut. Alors le salut de l'homme, ce qui le rend si unique sur cette terre et d'une certaine manière ce qui le rend immortel, ça ne serait pas l'art ? Alors, presque tous les musiciens que j'ai rencontrés pensent à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de tellement spirituel dans une suite de Bach ou dans un choral de Bach, enfin, et même chez des compositeurs contemporains comme Ravel, qu'on rentre inévitablement dans quelque chose qui est au-dessus de nous. Il y a une forme de transcendance dans la musique qui est liée à l'idée même de spiritualité. Et c'est vrai que tous les musiciens que j'ai connus, et j'en ai connu beaucoup parce que je suis dans une famille de musiciens et puis j'ai vécu avec des musiciens, il y a toujours cette dimension de transcendance et de spiritualité qui est présente. Oui, l'art est lui-même aussi une religion, un guide, une lumière peut-être, hein. Est-ce que c'est de cette façon que vous avez commencé à aborder votre rapport à la musique ? Non, j'ai commencé très tôt parce que mon père était un très bon violoncelliste et puis sa sœur, donc ma tante, était l'assistante d'Alfred Cortot à l'école normale. Donc ma maman qui avait quelque chose d'ailleurs qui est très rare, elle avait l'oreille absolue, ce qui est très rare chez quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la musique. Oui. Et elle m'emmenait quand j'avais 5 ans, 6 ans au cours d'interprétation de Cortot. Et donc avec mes frères, on allait écouter Cortot et c'était... Bon, maintenant c'est sorti en CD, on peut les écouter d'ailleurs. Et c'est évidemment, moi ça m'a énormément impressionné. Donc mes premiers disques, c'était des disques de musique classique. Et en fait, j'ai toujours aimé la... Et vous l'avez pratiqué vous-même la musique classique ? J'ai joué longtemps, mais pas assez bien du violoncelle. J'ai joué une vingtaine d'années le violoncelle. J'ai d'ailleurs toujours un violoncelle que j'ai prêté à un très bon violoncelliste, à Gauthier Hermann, qui est un ami. Et puis j'ai fait un petit conservatoire de province en guitare classique et j'ai gagné ma vie en Allemagne quand j'étais étudiant en Allemagne en jouant de la guitare classique, notamment les choros de Villa-Lobos que j'adorais et puis les études de Fernando Sor, Asturias, enfin bon. Et c'est dans les années 72, voilà, c'était évidemment aussi un moyen de rencontrer des gens. Alors là, vous dites que ce sont vos parents qui vous ont initié à la musique, Oui. qui vous ont fait apprendre un instrument. La question, comme j'ai la chance d'avoir un ancien ministre de l'Éducation nationale en face de moi, que pensez-vous de l'apprentissage de l'art dans nos écoles ? Est-ce que c'est bien fait ? Est-ce que c'est suffisant ? Écoutez, je ne veux pas porter de jugement comme ça à l'emporte-pièce. Quand j'étais en charge des programmes scolaires, j'avais une idée que j'ai mise en pratique, je ne sais pas du tout ce qu'il en reste, c'était pour la musique classique de mettre en place ce que j'appelle les tubes de la musique classique. Ce qu'on fait généralement pour les variétés, pour le rock, pour le disco, etc. Mais le faire pour la musique classique. Je pense qu'il y a des tubes de la musique classique, par exemple le 6e prélude de Chopin, c'est un tube, Jésus que ma joie demeure, c'est un tube, voilà, il y a des tubes, chez tous les grands musiciens, il y a des tubes, moi, j'adore aussi, par exemple, les danses populaires roumaines de Bartók, il y a des tubes dedans, bon, voilà, et donc c'était l'idée de trouver des petites pièces, pas très longues, donc 3, 4, 5 minutes, mais qui sont immédiatement parlantes pour que les enfants comprennent qu'il n'y a pas que les variétés, il n'y a pas que le jazz, il n'y a pas que le rock, il n'y a pas que la disco. Et généralement, les tubes de la musique classique, ce que j'appelle les tubes, donc, sont très faciles à entendre, mais en vérité, c'est 1000 fois plus compliqué et plus profond que la chansonnette, même si on peut aimer la chanson française. Voilà. Mais par exemple, le 6e prélude de Chopin, pour moi, c'est quand vous écoutez la main gauche, mais c'est incroyablement compliqué. Et pourtant, tout le monde peut le comprendre, si je puis dire, très facilement. On va l'écouter tout à l'heure. Mais j'ai parfois l'impression quand même qu'il y a un sacré manque dans l'éducation nationale au niveau de l'histoire de l'art. Qui a décrété, par exemple, au collège qu'il fallait, par exemple, 4 heures de sciences naturelles contre seulement 1 heure de musique, où généralement
généralement, d'ailleurs, on fait de la flûte à bec, on n'apprend pas l'histoire de la musique. Moi, je me souviens, non mais, Oui. pardon, mais je me souviens à mon époque, ça a peut-être changé, mais en cours de sciences naturelles, on apprenait la reproduction de la moutarde des champs ou de la musaraigne. Alors, c'est Oui. passionnant, mais en quoi est-ce plus important de savoir ça que l'histoire de la vie de Mozart, par exemple? Non, non, mais je suis évidemment d'accord avec vous. Alors là, après, c'est un problème toujours très compliqué quand on veut restructurer l'horaire, par exemple, au lycée, parce que si vous supprimez, par exemple, une heure, mettons, de mathématiques pour mettre une heure de musique à la place, enfin, je prends n'importe quel exemple, hein, c'est pas Oui. parce qu'il suffit que je dise ça pour que les mathématiciens m'envoient des lettres d'injure, mais bon, c'est juste un exemple, hein. Voilà. Bah, vous supprimez 4000 postes de profs de maths. Vous voyez, donc c'est très très compliqué en fait. C'est extrêmement visqueux, si je puis dire, au sens physique du terme visqueux. C'est parce que c'est une heure, ça représente des milliers de professeurs, donc c'est très compliqué à bouger. Mais sinon, sur le fond, moi, je suis évidemment mais passionné d'histoire de l'art. J'ai d'ailleurs écrit beaucoup de livres sur l'histoire de l'esthétique, sur l'histoire des Absolument. critères du beau. Donc c'est une vraie passion, et je trouve qu'il n'y a rien de plus formateur qu'une compréhension de ce qu'a été l'histoire de l'art en même temps que l'histoire de la philosophie, en même temps que l'histoire politique. Ça marche ensemble. Vous ne pouvez pas séparer le romantisme politique du romantisme musical et du romantisme philosophique, par exemple. Classicisme, pareil. Les trois marchent ensemble. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Mais il faudrait que ce soit bien fait. C'est pas évident aussi, parce Bien. que ça supposerait aussi une formation des professeurs très, très différente de celle d'aujourd'hui. Absolument, ben, prions que l'histoire de l'art ait plus d'importance dans l'éducation nationale, et je vous assure qu'il y a beaucoup de professeurs de musique qui seraient ravis d'avoir des heures supplémentaires. Mais bien sûr. Alors on va écouter un peu de musique ensemble. Vous avez choisi pour ouvrir cette émission d'écouter Bach, hein, qu'on écoute souvent dans cette émission. On dit souvent que Bach c'est la musique de Dieu. Vous qui êtes un athée, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez cette musique? Non, mais ça, là, on peut être athée. Moi, je défends une idée qui est bon, ce que j'appelle dans tous mes livres de la spiritualité laïque. C'est-à-dire que je pense que la morale et la spiritualité, c'est pas la même chose. Vous savez, la morale, c'est le respect d'autrui et la gentillesse pour aller vite. Mais la spiritualité, elle peut être laïque. C'est ce qui touche à la question du salut, c'est-à-dire à la définition de la vie bonne. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, ceux qui vont mourir? Voilà. Et donc, moi, je suis extrêmement sensible à la spiritualité des œuvres de Bach, même si malheureusement pour moi, je ne suis pas croyant. On va écouter une œuvre pleine de spiritualité parce qu'il y a beaucoup à la fois de silence et de musique dedans. C'est un extrait des suites pour violoncelle seul. Vous avez choisi le prélude de la 6e. Oui, il est Pourquoi difficile. ce Oui. choix? Bah, enfin, il est très difficile. Il faut l'écouter au moins 5 ou 6 fois, si on l'a pas écouté avant, pour rentrer dedans, parce que c'est extrêmement difficile. Il y a une fugue notamment qui est incroyable, mais je trouve que c'est le plus étonnant parce que, franchement, là, on voit à quel point Bach, ça pourrait être de la musique contemporaine. C'est presque de la musique atonale. Parfois, on a l'impression tellement c'est presque dissonant. Et en même temps, ça ne l'est pas, évidemment. Et je trouve que c'est incroyable de modernité. J'aime pas toujours la modernité, on peut être moderne et stupide, mais là, il y a quelque chose d'absolument génial. Il y a le classicisme, il y a le romantisme, et en même temps, il y a quasiment la musique de Ravel et de Debussy dedans. Absolument, Bach était un grand inventeur, et puis Ah oui, surtout, c'est incroyable. il faut savoir qu'à son époque, au XVIIIe, le violoncelle était surtout un instrument d'accompagnement, hein, qui Oui, faisait les oui. lignes de basse. Et là, La basse pour la continuo, première mais fois bien sûr, voilà. dans l'histoire de la musique, Bach lui offre un rôle de soliste, un rôle Bien de sûr. mélodiste. Il utilise la polyphonie aussi pour la première fois, les 4 cordes, on va bien l'entendre Voilà. dans l'extrait que vous avez choisi, et va donner toutes ces lettres de noblesse au violoncelle qui vont perdurer ensuite pendant des siècles.
le prélude de la 6e suite pour violoncelle seul de Bach. Votre choix, Luc Ferry. Oui, Vous vouliez qu'on écoute d'ailleurs aussi cette version jouée par Maurice Gendron. oui. Oui, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve. Moi, il y a deux violoncellistes que j'adore, Maurice Gendron, Chamaeski. J'aime beaucoup, évidemment, aussi mon ami. Mon Dieu, ça c'est la. Capuçon, Gauthier, Gauthier. Non, parce que je cherchais le prénom, parce qu'on parle souvent, plus souvent de il y en a son deux. frère violoniste. Il y en a deux. Voilà, Gauthier, qui est un merveilleux violoncelliste aussi. Mais Gendron, pour moi, c'est le sommet du violoncelle français. Tortelier, que j'aimais beaucoup, je l'avais rencontré aussi, qui était un type adorable d'ailleurs. Mais je trouve le Gendron, pour moi, c'est le modèle absolu, notamment dans ses suites de Bach, mais aussi dans Fauré. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y a des œuvres de Fauré que j'adore absolument, et notamment les œuvres pour violoncelle, la sicilienne, enfin il y en a. Oh, les sonates pour La violoncelle, sonate, les deux sonates sont les deux même sonates, les sublimes. mouvements, la marche de la deuxième sonate, c'est à pleurer de Ah, je suis beauté, c'est d'accord. L'un sublimissime. des plus, Puis c'est une marche, c'est un des incroyable. plus Voilà. grands moments de Voilà. Fauré. Ah, Oui. c'est dingue aussi. C'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment. Alors, ce qui est dommage avec Fauré, c'est qu'il a été un peu dépassé, enfin submergé, j'allais dire, pas dépassé, mais par la musique atonale, parce que c'est une époque où on a préféré, voilà, Boulez, les héritiers de Schoenberg, etc. Et donc, on a oublié cette musique française souvent, mais il y a des choses merveilleuses pour ceux qui nous écoutent. Franchement, la sicilienne, mais Oui, surtout les sonates pour violoncelle, c'est à pleurer de beauté, oui. bien sûr. Écoutez Gabriel Fauré. Alors on va écouter, on va passer à la période romantique maintenant Oui, avec Frédéric Chopin, votre deuxième choix. Et vous avez oui, parlé tout à l'heure de ce 6e prélude en si mineur, qui oui, est extrait des 24 préludes que oui. Chopin a écrit entre 1835 et 1839. Ça, qu'est-ce que ce morceau évoque pour vous? Bah alors pour moi, il faut écouter la main gauche, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que Cortot disait toujours. Il disait, mais le plus important dans Chopin, c'est la main gauche. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit la différence entre une chanson, même très belle. Moi, il y a des chansons que j'adore, hein. J'ai fait récemment une émission avec Didier Barbelivien, qui est un ami que j'aime beaucoup, sur la chanson française. Bon, il y a des chansons magnifiques, mais là, on voit à quel point la musique savante, même quand elle paraît populaire et facile, elle est en vérité incroyablement compliquée. Écoutez la main gauche, parce Ben, que c'est ça qui fait tout dans Chopin. Ouais. particulièrement Mais dans là, ce dans le sixième. prélude, Ah oui, puisque la mélodie n'est jouée que à la main Voilà. gauche. Et Tout au long du prélude, la tout main au long, droite ne fait qu'accompagner en qu'accompagner. accord répété. Et si j'avais une œuvre à emporter sur l'île déserte, je crois que si je n'avais qu'une seule œuvre à emporter, ce serait celle-là. On va l'écouter, c'est vrai qu'il se dégage de ce prélude une sorte de magie étrange, un peu comme une voix humaine, comme un violoncelle avec cette main gauche qui dessinerait cette mélodie suspendue et étirée à l'infini. Le 6e prélude de Frédéric Chopin, ici joué par Alfred Cortot, dont vous parliez tout à l'heure. Oui. C'est vrai que c'est une musique presque énigmatique, qui pousse au questionnement. Luc Ferry, la musique peut-elle nous permettre de nous interroger sur nous-mêmes? Oui, d'ailleurs, moi, je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais moi, je ne peux pas écouter de la musique quand je travaille, par exemple, quand j'écris. Impossible, impossible. Les gens qui écoutent de la musique en travaillant, je ne comprends pas. Parce que moi, ça m'emporte totalement. Quand vous visitez un musée, même magnifique, moi, j'adore, par exemple, la peinture hollandaise, j'adore le Rijksmuseum à Amsterdam, des musées comme ça, ou les grands musées de Vienne, par exemple. Bon. Mais
Bon, vous regardez un tableau, bon, bah, c'est sublimissime, mais ça vous emporte pas comme la musique nous prend en entier. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Quand j'écoute ce sixième prélude, je peux rien faire d'autre, voilà, impossible d'écrire une ligne. Donc oui, je pense que ça c'est ça qui nous pousse vers ce que j'appelle la spiritualité, qui n'est pas forcément la religion, et donc en tout cas vers quelque chose qui relève de la transcendance. Il y a une transcendance de la beauté musicale qui est à nul autre pareil. Kant, pardon, j'ai traduit beaucoup Kant, explique ça de manière géniale. Il a une idée que je trouve absolument géniale, elle est à nul autre pareil. Il est le seul à la voir. Il dit que la musique, c'est un langage, c'est comme si on racontait une histoire, mais c'est langage sans parole. Ça vous dit quelque chose, Mendelssohn? Langage sans parole, ça vient de là. C'est-à-dire que c'est exactement, il y a un début, il y a un développement, il y a une fin. C'est exactement comme si vous racontiez un conte de fées à un enfant, ce prélude de Chopin, mais il n'y a pas de mots et il n'y a pas d'image. C'est ça qui est vraiment génial. Donc c'est le moment où on est purement dans le sensible et en même temps totalement dans l'intelligible, parce que ça nous parle, c'est comme un langage, voilà. Et donc, mais un langage sans mots. Encore une fois, Mais là, Mendelssohn, romance sans parole. lorsqu'on vous entend, on a envie de vous voir écrire un livre sur la musique, vous qui avez écrit tellement Oui. sur la vie, son mystère, l'amour, le Alors, bonheur. Pourquoi alors, pas un livre consacré à la musique j'ai écrit beaucoup sur la musique, beaucoup au dans mes sein livres. Oui. de plusieurs ouvrages? Oui. Au sein notamment des livres sur l'esthétique, et notamment sur quelque chose qui est absolument passionnant, c'est l'histoire des querelles musicales. La première, c'est évidemment dans la mythologie grecque, et c'est une querelle à chaque fois entre la musique de l'harmonie, qui est la musique d'Apollon, et la musique de la dissonance, qui est la musique de Dionysos. Musique sexuelle, sensuelle, c'est pas les mêmes instruments. Apollon, il a une lyre, donc c'est un instrument à cordes où les notes sont harmonieuses, déjà faites, on peut faire des accords avec, tandis qu'évidemment, la flûte de Pan ou le holos, qui est une espèce de hautbois, on peut pas faire d'accord avec, c'est une musique de la sensualité là. Et vous retrouvez ça en 1752 avec la querelle entre Rameau et Rousseau, la querelle des bouffons, qui est une histoire absolument fascinante aussi. Voilà. Donc j'ai beaucoup écrit, et on retrouvera ça aujourd'hui avec la musique atonale et puis la musique tonale, avec le fameux accord de Wagner dont on ne sait pas trop s'il est, on peut indiquer sa tonalité ou pas. Et donc voilà, c'est vraiment un débat mais merveilleux, magnifique, entre musique harmonique et musique mélodique, au fond, entre musique de mathématiques, musique de l'harmonie, et musique du cœur et du sexe, si je puis dire, musique mélodique, voilà. Eh Et bien, en vérité, dans la musique, il y a toujours les deux. Dans la vraie grande musique, comme on l'a entendu dans le prélude de Chopin, il y a toujours harmonie et mélodie. absolument, et très bonne transition vers votre dernier choix. C'est un compositeur dont on n'a encore jamais parlé ici, et j'en suis très heureux que l'on l'évoque aujourd'hui. C'est un compositeur belge devenu Oui. français par la suite, César Franck, Oui. un homme à l'allure sévère, un professeur exigeant, hein, qui en grand chrétien a souvent mis sa foi en musique, notamment Oui. en écrivant Et pour l'orgue. Oui. Et c'est vrai que dans sa musique, il y a une sorte de conflit un peu entre la rigueur et la forme, hein, c'est-à-dire à la fois entre une tentation vers l'expressionnisme, vers les couleurs, et en même temps une volonté de rester extrêmement vigoureux dans la forme académique. Pour moi, il y a dans le Prélude choral et fugue, qui est peut-être l'œuvre que je préfère au monde, il y a à la fois Bach et Chopin. Donc ça correspond exactement à ce que vous disiez. Il y a à la fois un classicisme parfait, aussi puissant que Bach, hein, c'est incroyable. Et en même temps, il y a cette capacité romantique et mélodique qu'on trouve aussi chez Chopin. Et donc, Cortot considérait que c'était la plus grande œuvre pour piano, et c'est ce que je pense aussi. Bon, j'ai pris une miniature tout à l'heure, le petit prélude de Chopin, qui est une merveille. Mais je pense que au total, sincèrement, je pense que la plus grande œuvre pour piano, c'est Prélude choral et fugue de Franck. Eh bien, on va écouter le début de cette œuvre. C'est une pièce que Franck écrit déjà quand il est à la maturité de son art, à Oui. 62 ans. Et c'est vrai que vous allez voir, il y a à la fois la saveur de l'arôme qui se veut à la fois romantique et impressionniste, teinté d'une certaine poésie. Puis il y a un chromatisme dramatique aussi qui va vers Wagner, un peu comme tous les compositeurs de cette époque, mélangé à la rigueur vraiment très contrapuntique de Bach. Et voilà ce que ça donne.
son est bien. Le début du prélude choral et fugue, hein, c'est une œuvre fleuve. Oui, il faut la suite l'écouter est dans encore son mieux, entier, oui. parce qu'ensuite il y a le prélude, Oui. ensuite il y a Oui. Le deuxième la mouvement, fugue, le choral voilà, pour moi, il est, et le enfin, c'est aussi l'auteur de probablement la sonate pour piano et violon la plus jouée au monde, hein, la sonate en la. Dans votre livre, Luc Ferry, Apprendre à vivre, vous parliez de l'importance de la musique dans l'éducation des jeunes générations. Oui. Qu'est-ce que l'on peut dire aux jeunes pour qu'ils aient envie d'écouter ce patrimoine? C'est très difficile parce qu'il y a des musiques qui sont évidemment plus abordables. Ces musiques-là, par exemple, ce qu'on vient d'écouter, si vous ne l'avez pas entendu 5 ou 6 fois, vous ne pouvez même pas rentrer dedans, vous savez même, c'est juste un bruit de fond, vous savez même pas ce que c'est. Voilà, donc il y a la vraie grande musique savante, il faut plusieurs écoutes, quelquefois 7, 8 écoutes avant de rentrer dedans simplement. Et une fois qu'on est rentré dedans, on comprend pourquoi il y a des impacts et des Absolument. résolutions. Il y a des œuvres beaucoup plus abordables Voilà. que celles qu'on Et c'est ça a qui choisies est, aujourd'hui. voilà. Et quand vous rentrez dans de très belles chansons françaises, par exemple, ou américaines, ou anglaises, bon, vous avez, c'est beaucoup, beaucoup plus facile, voilà. Et c'est pour ça que j'avais, quand j'étais en charge des programmes scolaires, j'avais cette idée pour que les jeunes entrent dans la musique classique de trouver des tubes qui soient aussi faciles que, voilà, la chanson ou la chansonnette, bon, mais qui en même temps soient beaucoup plus puissants. Parce que c'est quand même beaucoup, quand vous attendez, ce petit prélude de Bach qu'on l'a entendu, c'est quand même 1000 fois plus puissant que même une très belle chanson. Voilà, c'est pas la même, c'est pas du même niveau. Et c'est pas pour rien, c'est parce que dans ces petites œuvres, quand elles sont sublimissimes, les œuvres savantes, il y a les 3 paramètres de la musique, il y a l'harmonie, il y a la mélodie et il y a le rythme. Ces 3 paramètres-là, on retrouve beaucoup moins l'harmonie, ou beaucoup plus simple la plupart du temps, dans une chanson, même très belle. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi cette stratégie pour essayer de faire rentrer les enfants dans la musique classique. Merci beaucoup, Luc Ferry, de nous avoir transmis les musiques de votre vie, votre passion pour la musique classique. Merci à vous. Et je surtout. crois que vous l'avez rendu accessible, comme vous savez rendre la philosophie accessible à vos lecteurs. Et votre parole est toujours un bonheur, cher Luc Ferry. Merci On va à se vous, quitter surtout. avec un autre de vos choix, qui est un extrait de la 7e de Beethoven. Alors là, c'est une Un musique de deuxième victoire. mouvement, Hein. oui, oui. Alors, j'ai choisi le 3e, parce bon, que si le vous 2e, voulez. on l'a Vous beaucoup l'avez passé trop ici. joué, oui. Et je m'étais dit que c'était une manière de nous quitter avec un élan de gaieté, si ça vous va. D'accord. Ça me va très bien, merci à vous. Merci beaucoup, cher Luc Ferry. Et chers auditeurs, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la musique de ma vie. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Beethoven.